Ma mère a imité ma signature et a vidé mes comptes parce que j'ai refusé de payer la dette de 25 000 de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai rien dit. Le lendemain, on a frappé fort à la porte, police, madame. Ma mère a falsifié ma signature et vidé mes comptes parce que j'ai refusé de payer la dette de 25 000 $ de ma sœur. Quand je l'ai découvert, je n'ai rien dit. Le lendemain, on a frappé fort à la porte. Police, madame. Je m'appelle Sloan. J'ai 25 ans et je travaille comme développeuse de logiciels, vivant au cœur de Denver, Colorado. Si vous m'aviez demandé il y a un an quelle était ma plus grande peur dans la vie, je vous aurais dit que c'était de revivre comme quand j'étais enfant. En grandissant, ma maison était un lieu de contrastes extrêmes. C'était un endroit où il y avait toujours assez d'argent pour certaines choses, mais absolument rien pour d'autres. Je suis l'aîné, mais on ne l'aurait jamais deviné en voyant comment ma mère, Diane, nous traitait. Ma sœur cadette, Paige, qui a 22 ans maintenant, était l'enfant chéri incontesté. C'est elle qui avait les camps de cheerleading coûteux, les toutes nouvelles tenues chaque semestre et la voiture offerte pour son 16e anniversaire. Moi, j'étais le bouc émissaire. J'étais l'enfant à qui on disait constamment que l'argent était serré, que les temps étaient durs et que je devais apprendre la valeur d'une dure journée de travail. J'ai commencé à travailler dans un restaurant local dès mes 16 ans, juste pour pouvoir m'offrir mes propres manteaux d'hiver et les fournitures scolaires de base. Je me souviens avoir ouvert notre réfrigérateur un mardi soir, le voyant complètement vide à l'exception d'un pot de moutarde et de quelques feuilles de laitue flétrie. Puis avoir regardé Paige franchir la porte d'entrée avec 3 sacs de courses remplis de chaussures de designer que Diane venait de lui acheter. Ce genre d'inégalité fait quelque chose à un enfant. Cela vous conditionne à croire que la sécurité est une illusion, et que la seule personne qui vous rattrapera jamais quand vous tomberez, c'est vous-même. C'est exactement pourquoi je suis devenu obsédé par l'épargne. Chaque chèque de paie que je gagnais au restaurant, et plus tard dans ma carrière de développeuse de logiciels, allait directement sur un compte d'épargne dans une caisse de crédit locale. Au fil des ans, j'ai réussi à constituer un filet de sécurité de 25 000 $. Pour certaines personnes riches, peut-être que 25 000 $ ne représentent pas une somme qui change la vie. Mais pour moi, c'était littéralement mon armure. Cela signifiait que je n'aurais plus jamais à retourner à un réfrigérateur vide. Cela signifiait que je n'aurais plus jamais à supplier Diane pour un seul centime. C'était ma sécurité physique, ma tranquillité d'esprit et la preuve que j'avais survécu à mon enfance. Mais bien sûr, Paige était une toute autre histoire. Paige n'a jamais appris à économiser un sou parce que Diane était toujours là pour la rattraper. Et ce mode de vie imprudent a fini par la rattraper. Paige s'était récemment fiancée à un homme formidable nommé Trevor. Trevor était un homme pratique, travailleur, qui n'avait aucune idée des habitudes financières toxiques que Paige cachait. Dans son dos, pour financer un train de vie somptueux et maintenir l'apparence d'une future mariée riche, Paige avait accumulé une dette de carte de crédit stupéfiante de 25 000 $ à taux d'intérêt élevé. Les créanciers appelaient sans arrêt. Les intérêts l'enterraient vivante. Et pire encore, Trevor avait trouvé un relevé de carte de crédit caché. Il était furieux. Il a donné un ultimatum à Paige. Rembourser la dette, trouver un plan de paiement, ou le mariage était complètement annulé. Paige, naturellement, a paniqué. Et quand Paige a paniqué, elle est allée pleurer auprès de Diane. Et quand Diane avait un problème à résoudre, elle regardait directement mon compte en banque. L'appel téléphonique est arrivé un mardi soir. Je venais de rentrer d'une longue journée au bureau et je faisais réchauffer mon dîner quand mon téléphone a commencé à sonner. C'était Diane. J'ai soupiré, la laissant sonner quelques fois avant de répondre, me préparant déjà à tout le drame qu'elle allait apporter à ma porte. « Sloan, nous avons une urgence familiale majeure », a dit Diane dès que j'ai décroché. Sa voix n'était pas affolée. Elle était ferme, presque autoritaire. Il n'y a pas eu de salutation, pas de questions sur ma journée. Juste droit au but. Elle a exposé toute la situation avec Paige et Trevor, décrivant Paige comme une pauvre victime innocente de prêts abusifs plutôt que comme une femme adulte qui avait dépensé de manière extravagante au-delà de ses moyens. Donc, Trevor menace de la quitter, et le mariage est en péril, a poursuivi Diane, son ton se transformant en une exigence. J'ai besoin que tu transfères 25 000 $ sur le compte de Paige d'ici demain matin, afin que nous puissions régler ça. J'ai en fait ri. J'ai pensé que c'était une blague terrible et déconnectée de la réalité. Tu plaisantes, n'est-ce pas?
Tu me demandes de vider toutes mes économies pour payer les chaussures et les vacances que Paige a achetées. Je ne te demande pas, Sloan. Je te le dis, a répliqué Diane, sa voix tombant dans ce registre glacial et dominateur que je connaissais si bien de mon enfance. C'est ce que font les familles. Nous sommes une unité familiale. Paige a fait une petite erreur, et tu as tout cet argent qui ne fait absolument rien. Tu es célibataire. Tu as un excellent travail. Tu le récupéreras facilement en 1 an ou 2. La pure audace de sa logique m'a laissé momentanément sans voix. Elle voulait que je liquide le filet de sécurité même pour lequel j'avais saigné, juste pour couvrir l'irresponsabilité de son enfant chéri. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais des années de thérapie m'avaient appris à tenir bon. Absolument pas, ai-je dit, ma voix calme mais complètement stable. Je ne lui donnerai pas un seul dollar. C'est mon fonds d'urgence. Je l'ai gagné. Paige a fait son lit, et maintenant elle doit trouver comment le payer. Peut-être qu'elle devrait vendre certains de ces sacs que tu lui as achetés. La ligne est restée morte en silence pendant environ 3 secondes. Et puis, l'explosion a eu lieu. Diane a complètement perdu la tête. Elle a commencé à crier à travers le haut-parleur, me traitant de tous les noms. Elle a dit que j'étais une erreur égoïste et froide. Elle m'a dit que j'avais toujours été jalouse de ma sœur, que j'étais une femme amère et solitaire qui voulait voir sa propre famille souffrir. Tu n'es pas ma fille si tu laisses la vie de ta sœur s'effondrer à cause de quelques papiers, a hurlé Diane, sa voix se brisant de rage. Alors, je suppose que je ne suis pas ta fille, ai-je répondu, et j'ai raccroché. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je suis resté là, dans le silence de mon appartement. Mes mains tremblaient un peu, mais surtout, je ressentais un profond soulagement. J'avais enfin tenu tête. J'avais établi une limite financière stricte et je m'étais défendu. Je me suis couché ce soir-là, ressentant un étrange sentiment d'autonomie. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que la tempête était derrière moi. Je n'avais absolument aucune idée que le véritable cauchemar était déjà en marche. Le lendemain matin a commencé comme n'importe quel autre mercredi normal. Je me suis réveillé vers 7 heures du matin, je me suis étiré, suis allé dans ma petite cuisine et j'ai commencé à préparer une cafetière de café noir. Le soleil brillait à travers les fenêtres, illuminant le skyline de Denver. Je me sentais bien. Je me sentais libre. Je me suis assise à mon îlot de cuisine avec ma tasse chaude, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert distraitement mon application bancaire, juste pour vérifier si mon dépôt direct de mon travail était passé. L'application a chargé. Le petit cercle bleu a tourné sur l'écran pendant 1 seconde, puis les chiffres sont apparus. Mon compte courant semblait normal, mais juste en dessous, là où mon compte d'épargne à haut rendement se trouvait habituellement comme un mur de briques réconfortant et solide, il y avait un chiffre qui a littéralement arrêté mon cœur. 0 $. J'ai cligné des yeux. Je me suis frotté les yeux, pensant que ma vision était floue ou que l'application buguait. J'ai rafraîchi la page. Le cercle bleu a tourné à nouveau. 0 $. Une vague de terreur pure et non frelatée m'a envahi. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait injecté de l'eau glacée directement dans les veines. Mes oreilles ont commencé à sonner avec un sifflement aigu, et ma vision s'est tunnelissée. La tasse de café m'a échappé de ma main tremblante et s'est brisée sur le plancher en bois, du liquide sombre éclaboussant partout, mais je m'en fichais. J'ai frénétiquement tapé dans l'historique des transactions du compte d'épargne. Juste là, tout en haut du registre, traité hier après-midi, quelques heures seulement avant que Diane ne m'appelle, se trouvait une seule et massive déduction. 25 000 $. La description à côté indiquait « Virement bancaire familial d'urgence, approuvé en agence ». Je ne pouvais pas respirer. Mon filet de sécurité, mes années à récurer les tables de restaurant, mes nuits tardives à coder jusqu'à ce que mes yeux brûlent, mon armure contre la pauvreté, tout cela avait disparu. Simplement effacé de la surface de la terre. Ma première pensée paniquée fut que quelqu'un avait volé mon identité sur le dark web. Je me suis précipité pour composer le numéro du service client de la caisse de crédit locale où j'avais gardé l'argent depuis mon adolescence. Le système automatisé m'a semblé prendre des heures à naviguer. Finalement, une représentante a répondu. J'étais pratiquement en hyperventilation en lui donnant mon numéro de compte et les détails de ma sécurité sociale. « Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Je regarde votre compte en ce moment, a dit la représentante. Oui,
je vois le virement sortant de 25 000 $. Il a été autorisé en personne à notre agence d'Aurora hier après-midi. J'étais au travail hier après-midi. Je n'ai rien autorisé, ai-je crié, des larmes de pure panique coulant enfin sur mes joues. Qui l'a autorisé? Où est allé l'argent? Il y a eu un bruit de clavier à l'autre bout. Laissez-moi trouver le bordereau de virement. D'accord, il semble qu'il ait été transféré vers un compte courant externe au nom de Paige Henderson. Et la signature d'autorisation? La représentante a marqué une pause, l'air confuse. Madame, il est indiqué ici qu'il a été autorisé par la cotitulaire du compte sur le profil ancien, Diane Henderson. Le monde entier a cessé de tourner. L'air de mon appartement était épais et suffocant. Ce n'était pas un hacker russe. Ce n'était pas une violation de données. C'était un coup monté de l'intérieur. C'était ma propre mère. Elle ne m'avait pas appelé hier soir pour demander l'argent. Elle m'avait appelé parce qu'elle l'avait déjà volé, et elle voulait voir si elle pouvait me manipuler pour que j'y consente après coup. La pure méchanceté de la chose était trop énorme pour être comprise à ce moment-là. J'ai raccroché, je suis tombé à genoux au milieu du café renversé et de la céramique brisée, et j'ai juste fixé le mur en silence total. Je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Au lieu de cela, j'ai enfilé un jogging, pris mes clés de voiture et suis allé directement à l'agence de la caisse de crédit à Aurora, l'endroit exact où le vol avait eu lieu. Les 30 minutes de trajet m'ont semblé être une expérience hors du corps. Je ne pleurais plus. Le choc avait brûlé les larmes, laissant derrière lui un œuf froid et dur de détermination dans mon estomac. Je devais comprendre exactement comment elle avait contourné la sécurité bancaire. Quand je suis entré dans l'agence, j'ai exigé de parler immédiatement au directeur d'agence. J'étais assise dans un petit bureau au mur de verre avec un homme d'affaires à l'air nerveux, en costume bon marché, glissant mon permis de conduire sur le bureau. Je lui ai dit que toutes mes économies avaient été volées par quelqu'un qui n'était pas moi, et je voulais la trace écrite. Il a consulté mon profil sur son ordinateur, ses yeux allant nerveusement de l'écran à mon visage. Il a passé 10 minutes à cliquer sur des menus, son expression devenant de plus en plus sombre. Finalement, il a soupiré et a tourné légèrement l'écran vers moi. Madame Henderson, je suis vraiment désolé, mais je vois exactement ce qui s'est passé ici, a-t-il expliqué, montrant un écran profondément enfoui sur son logiciel. Quand vous aviez 16 ans, vous avez ouvert un compte d'épargne étudiant ici. Parce que vous étiez mineur, votre mère, Diane Henderson, était légalement tenue d'être cotitulaire du compte. Mais j'ai fermé ce compte. J'ai interrompu. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai ouvert un tout nouveau profil adulte. Un numéro de compte complètement différent. Vous l'avez fait, a acquiescé le directeur. Vous avez ouvert un nouveau compte, mais vous n'avez pas officiellement rompu le profil ancien vous liant, vous et votre mère, dans notre ancien système central. C'est une terrible faille bureaucratique. Parce que son numéro de sécurité sociale était toujours lié à votre identifiant client principal, elle avait techniquement des autorisations de substitution héritées. Je l'ai regardée, la mâchoire serrée. Alors, elle est juste entrée et a pris mon argent? C'est pire que ça, a-t-il dit doucement. Il a sorti une copie numérisée du formulaire d'autorisation de virement et l'a fait glisser sur le bureau. Elle est venue hier après-midi. Elle a parlé à l'une de nos plus anciennes caissières, une femme qui travaille ici depuis 20 ans. Votre mère a utilisé sa propre pièce d'identité, mais elle a également falsifié votre signature sur la ligne d'autorisation principale. Elle a raconté à la caissière une histoire horrible. Elle a dit que vous étiez dans un coma médical soudain après un accident de voiture, et que la famille avait désespérément besoin de consolider les fonds pour payer une chirurgie d'urgence. La caissière, agissant par sympathie et voyant le lien ancien, a outrepassé les protocoles de sécurité standards et a effectué le virement directement sur le compte de votre sœur. J'ai regardé la feuille de papier. Juste là, sur la dernière ligne, il y avait une tentative terrible et tremblante d'imiter ma signature. C'était tellement évidemment faux, mais enveloppé dans une histoire d'urgence médicale tragique, la banque l'avait complètement cru. Diane avait utilisé mon enfance contre moi. Elle avait transformé une erreur bancaire en arme et avait exploité l'empathie humaine juste pour me voler mon argent. Le directeur avait l'air terrifié, réalisant clairement l'énorme responsabilité légale à laquelle la caisse de crédit était maintenant confrontée. Il a proposé de lancer une enquête pour fraude, mais m'a averti que parce qu'il s'agissait d'un membre de la famille et d'un compte joint ancien, récupérer l'argent pourrait prendre des mois de litige civil.
J'ai pris la copie du document falsifié, l'ai soigneusement plié et l'ai mise dans mon sac à main. Je ne voulais pas d'un litige civil lent. Je voulais du sang. Je suis sorti de la caisse de crédit et me suis assise sur le siège conducteur de ma voiture sur le parking. Le soleil frappait le pare-brise, rendant l'intérieur de la voiture inconfortablement chaud, mais je tremblais. J'avais la preuve matérielle. J'avais le document falsifié, mais je savais comment Diane fonctionnait. Si la police la confrontait, elle déformerait l'histoire. Elle prétendrait que c'était un malentendu, que j'avais donné une autorisation verbale, ou que c'était en fait son argent d'il y a des années. J'avais besoin de quelque chose de complètement à l'épreuve des balles. J'avais besoin qu'elle avoue de sa propre bouche. J'ai sorti mon téléphone et téléchargé une application avancée d'enregistrement d'appels. J'ai vérifié les lois de l'État sur mon navigateur, confirmant que le Colorado est un État à consentement unilatéral, ce qui signifie que tant que je faisais partie de la conversation, je pouvais l'enregistrer légalement sans la prévenir. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement rouge vif, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer ma voix tremblante, et j'ai composé le numéro de Diane. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Elle avait l'air absolument joyeuse, comme si elle passait la meilleure journée de sa vie. « Eh bien, bonjour » a dit Diane, son ton dégoulinant d'une douceur écœurante. « Tu as enfin appelé pour t'excuser d'avoir été si dramatique hier soir ?» J'ai enfoncé mes ongles dans mon volant. J'ai forcé ma voix à paraître défaite, petite et confuse. « Maman, je viens de vérifier mon compte bancaire. Les 25 000 $ ont disparu. Que as-tu fait ?» Diane a lâché un rire léger et désinvolte. « Oh, Sloan, arrête de surréagir. J'ai simplement pris l'initiative. Tu étais bien trop têtu hier soir, alors je suis allé à la caisse de crédit et j'ai réaffecté les ressources familiales. L'argent est en sécurité sur le compte de Paige, et Trevor va rester. Le mariage est sauvé. Tu devrais être heureuse pour ta sœur. » Réaffecté, ai-je demandé, en gardant ma voix tremblante. « Maman, tu as tout pris. Comment as-tu pu faire ça? Je ne t'ai pas donné la permission. Je n'étais même pas là. S'il te plaît, je n'ai pas besoin de ta permission pour gérer les finances de notre famille, a-t-elle raillé, tombant complètement dans mon piège. Je connaissais les vieux guichetiers là-bas. Je suis juste entré dans l'agence d'Aurora, j'ai montré ma carte d'identité et je leur ai dit que tu étais incapable. J'ai signé le petit formulaire de virement pour toi, et ils l'ont transféré directement. C'était incroyablement facile. Honnêtement, tu devrais me remercier de t'avoir montré à quel point ta banque est vulnérable. Mon cœur battait furieusement contre mes côtes. Je l'avais. Elle venait d'admettre s'être rendue à l'agence, d'avoir menti à la banque et d'avoir falsifié ma signature. Mais j'avais besoin qu'elle confirme qu'elle savait qu'elle volait. Maman, c'est littéralement du vol. C'est mon argent de mon travail. Tu as falsifié mon nom, ai-je dit, laissant un peu de vraie colère transparaître dans mes mots. Oh, grandis, Sloan, a claqué Diane, la douceur s'évaporant instantanément pour laisser place à sa vraie nature toxique. Ce n'est pas du vol, c'est un devoir familial. Tu me dois pour t'avoir logé. Paige avait besoin de cet argent tout de suite. Tu es une fille célibataire qui est assise devant un ordinateur toute la journée. Tu gagneras 25 000 $ de plus. Considérez cela comme votre contribution à la famille. Et si tu oses appeler la banque et l'annuler, je dirai à toute la famille à quel point tu es incroyablement égoïste. Est-ce clair? Très clair, ai-je murmuré, et j'ai appuyé sur le bouton rouge pour arrêter l'enregistrement avant de raccrocher. Je suis resté là et j'ai réécouté l'audio. Le son de sa voix suffisante et arrogante avouant plusieurs crimes a résonné dans ma voiture. Elle croyait vraiment qu'elle était intouchable. Elle croyait que parce qu'elle était ma mère, les lois du monde réel ne s'appliquaient tout simplement pas à elle. Elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Je ne voulais pas être seul dans mon appartement avec mes pensées, alors j'ai appelé ma meilleure amie, Gwen. Je connais Gwen depuis que nous étions étudiantes en première année de collège. C'est une femme pragmatique, sans chichi, qui travaille dans les ressources humaines d'entreprise. Elle ne tolère pas le drame et ne mâche pas ses mots. Je lui ai dit que j'avais une urgence, et elle a immédiatement quitté le travail pendant sa pause déjeuner pour me retrouver dans un restaurant tranquille du centre-ville. Quand je me suis assise en face d'elle dans la banquette, j'avais l'air absolument anéanti. J'ai glissé la copie pliée du virement bancaire falsifié sur la table. Puis,
J'ai posé mon téléphone, appuyé sur lecture de l'enregistrement audio, et j'ai laissé Gwen écouter toute la conversation avec Diane. Gwen est restée parfaitement immobile, sa tasse de café suspendue à mi-chemin de sa bouche. Alors que la voix de Diane remplissait l'espace entre nous, se vantant de la contrefaçon et me traitant d'égoïste, le visage de Gwen est passé de la confusion au choc, et finalement à un regard de dégoût absolu. Quand l'enregistrement s'est terminé, le restaurant est devenu inhabituellement silencieux. « Sloan », a dit Gwen, sa voix dangereusement calme. « Dis-moi que tu ne vas pas la laisser s'en tirer. » Je me suis frotté le front, le conditionnement social de mon enfance luttant contre ma logique. « Je ne sais pas, Gwen. C'est ma mère. Si je dénonce ça, ce n'est plus seulement une dispute familiale. Elle pourrait réellement aller en prison. Oncle Gary et le reste de la famille élargie me renieront complètement. Ils diront que j'ai détruit la famille pour de l'argent. » Gwen a claqué sa main sur la table, me faisant sursauter. Elle s'est penchée à travers la banquette, me regardant droit dans les yeux. « Écoute-moi très attentivement, » a dit Gwen, accentuant chaque syllabe. Elle a cessé d'être ta mère à l'instant même où elle t'a dépouillé. Elle n'a pas emprunté d'argent. Elle a commis un vol d'identité et une fraude par virement pour financer le train de vie luxueux de Page. Elle t'a complètement dépouillé de ta sécurité parce qu'elle te considère comme une tirelire, pas une fille. Ce n'est plus un drame familial, Sloan. C'est un crime fédéral grave. Entendre quelqu'un d'autre le dire à voix haute a brisé le sortilège. La culpabilité que Diane avait programmée dans mon cerveau pendant 25 ans s'est brisée. Gwen avait raison. Pourquoi protégeais-je une femme qui ne m'avait jamais protégé? Pourquoi m'inquiétais-je de détruire une famille qui venait de détruire mes économies? Nous avons passé les 2 heures suivantes à transformer cette banquette de restaurant en salle de guerre. Gwen m'a aidé à envoyer l'enregistrement audio à 3 disques de sauvegarde sécurisés différents afin qu'ils ne puissent jamais être supprimés. Nous avons organisé mes relevés bancaires, imprimé une chronologie claire des événements et classé le document falsifié dans un dossier rouge vif. L'efficacité froide et méthodique de Gwen a calmé mes émotions chaotiques. Au moment où nous avons quitté le restaurant, je n'étais plus une fille traumatisée pleurant sur du café renversé. J'étais victime d'un crime financier majeur, et j'avais une arme chargée de preuves entre les mains. J'allais passer au nucléaire. Si vous appréciez cette histoire, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton j'aime de cette vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire dans quelle ville vous vivez. Chaque commentaire aide la vidéo à atteindre plus de téléspectateurs. Merci beaucoup. Maintenant, revenons à l'histoire. Le commissariat de la police de Denver était exactement aussi déprimant et bureaucratique que vous pouvez l'imaginer. Quand Gwen et moi avons franchi les lourdes portes vitrées, l'air sentait le café rassis, la cire à parquet et la misère générale. Je serrais le dossier rouge vif contre ma poitrine comme une bouée de sauvetage. Nous nous sommes assis sur des chaises en plastique dur dans la salle d'attente pendant ce qui a semblé être 3 vies distinctes. Chaque fois qu'un officier en uniforme passait, mon estomac faisait un nœud. La société vous apprend dès le plus jeune âge à protéger votre famille, à garder les affaires familiales strictement à l'intérieur de la maison. Entrer dans un poste de police pour dénoncer sa propre mère, c'est comme enfreindre une loi fondamentale de l'univers. Mais ensuite, j'ai pensé à ce solde nul sur mon compte d'épargne, et ma détermination s'est durcie comme de la pierre. Finalement, un homme à l'air fatigué, en chemise froissée et cravate lâche, est sorti et a appelé mon nom. Il s'est présenté comme le détective Navarro. Nous l'avons suivi à travers un labyrinthe de cubicules jusqu'à un petit bureau encombré. Quand je me suis assise pour la première fois et que j'ai commencé à expliquer la situation, j'ai pu voir ses yeux s'éteindre un peu. Il entendait probablement des dizaines de conflits domestiques et de disputes familiales compliquées chaque semaine. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, tapotant un stylo sur son bureau, et m'a lancé un regard sympathique mais dédaigneux. « Mademoiselle Henderson, je comprends que vous soyez contrariée, » a dit le détective Navarro, sa voix portant l'épuisement d'un homme qui avait fait trop de double quart. Mais lorsqu'il s'agit de comptes conjoints, surtout ceux impliquant des parents et des enfants, les lignes deviennent incroyablement floues. Si son nom était techniquement sur le profil ancien, le procureur considérera cela comme un litige civil sur des biens partagés. Vous devriez porter cela devant un tribunal civil, pas la division de la fraude criminelle. J'ai ressenti une brève poussée de panique, mais Gwen a doucement posé sa main sur mon bras pour me stabiliser. J'ai pris une profonde inspiration, ouvert le dossier rouge et fait glisser la copie du document de virement falsifié sur son bureau.
Son nom était sur un profil ancien, oui, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement égale. Mais c'est ma signature sur la ligne d'autorisation principale. J'étais assise à mon bureau dans ma société de logiciels à 20 miles de là lorsque ce document a été signé. Et je ne l'ai pas signé. Navarro a cessé de tapoter son stylo. Il s'est penché en avant, plissant les yeux sur le papier. Puis j'ai sorti mon téléphone, déverrouillé l'écran et appuyé sur lecture de l'enregistrement audio que j'avais capturé quelques heures plus tôt. La voix suffisante et arrogante de Diane a rempli le petit espace du cubicule. Le détective Navarro a écouté ma mère se vanter d'être entrée dans l'agence d'Aurora, d'avoir menti sur un coma médical, d'avoir contourné les guichetiers et d'avoir falsifié mon nom pour transférer 25 000 $ à Paige. Il l'a écouté me traiter d'égoïste et exiger que j'accepte le vol comme une contribution familiale. La transformation de l'attitude du détective a été instantanée et absolue. La posture fatiguée et dédaigneuse a disparu. Il s'est redressé complètement, les yeux grands ouverts et entièrement concentrés sur moi. « Eh bien » a dit le détective Navarro doucement, en laissant échapper un long souffle, « ça change absolument tout. » Il a sorti un bloc-notes neuf et un lourd stylo noir. Il m'a regardé avec un tout autre niveau de respect. « Mademoiselle Henderson, ce que votre mère a décrit sur cette bande n'est pas un malentendu familial. C'est un vol d'identité au premier degré. Combiné au mouvement de 25 000 $ entre institutions financières sous de faux prétextes, nous parlons de fraude par virement grave. Ce sont des crimes fédéraux et étatiques majeurs. Si vous signez une déclaration officielle avec moi aujourd'hui, cela sort du domaine du drame familial. Nous émettrons un mandat, et elle sera arrêtée. Je dois vous faire comprendre que vous ne pourrez pas simplement revenir en arrière demain si vous vous sentez coupable. » J'ai regardé le stylo qu'il me tendait. J'ai pensé au réfrigérateur vide de mon enfance. J'ai pensé aux chaussures de designer de Paige. J'ai pensé au manque total de remords de ma mère. J'ai pris le stylo, ma main parfaitement stable, et j'ai signé mon nom. L'arrestation a eu lieu 3 jours plus tard. Je n'étais pas là pour la voir de mes propres yeux, mais le détective Navarro m'a appelé plus tard dans l'après-midi pour me donner la mise à jour officielle. Et Paige m'a laissé suffisamment de messages vocaux hystériques et hurlants pour que je puisse reconstituer exactement comment la matinée s'est déroulée. C'était un jeudi matin. Alors que j'étais assise dans mon appartement tranquille à Denver, préparant paisiblement mon thé du matin et regardant le lever du soleil sur les montagnes rocheuses, une scène complètement différente se déroulait à 30 miles de là, dans les banlieues tranquilles et bien entretenues d'Aurora. À exactement 6 heures du matin, 2 voitures de police banalisées et un véhicule de détective banalisé se sont arrêtés dans l'allée de Diane. Le quartier était parfaitement silencieux, avec seulement quelques joggeurs matinaux dans les rues. Selon Navarro, ils n'ont pas poliment sonné à la porte. Ils ont frappé lourdement à la porte d'entrée, le son résonnant bruyamment dans toute la rue. Lorsque Diane a finalement ouvert la porte, vêtue de sa coûteuse robe de chambre en soie et l'air incroyablement agacée par la perturbation, elle a été accueillie par 3 officiers en uniforme et le détective Navarro tenant un mandat d'arrêt fraîchement signé. Je ne peux qu'imaginer le choc absolu sur son visage. Diane avait vécu toute sa vie en croyant qu'elle était la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Elle croyait sincèrement que ses actions n'avaient aucune conséquence parce qu'elle pouvait se manipuler pour se sortir de tout. Mais on ne peut pas manipuler un mandat de police. Navarro lui a dit qu'elle était placée en état d'arrestation pour vol d'identité au premier degré et fraude par virement. Diane a immédiatement tenté de discuter. Elle a essayé d'utiliser sa douce voix maternelle pour expliquer que ce n'était qu'un malentendu ridicule avec sa fille ingrate. Elle leur a dit qu'il faisait une terrible erreur. Mais les policiers s'en fichaient. Ils lui ont demandé de sortir, l'ont retourné et lui ont mis des menottes froides en métal, juste là sur son porche, pour que tout le quartier puisse voir. Paige, qui dormait dans la chambre d'amis, s'est réveillée avec le bruit. Elle a couru en bas juste à temps pour voir notre mère escortée à l'arrière d'une voiture de police. Paige a commencé à crier hystériquement, exigeant de savoir ce qui se passait. L'un des officiers a poliment informé Paige que ses comptes bancaires étaient actuellement gelés dans le cadre d'une enquête active pour fraude criminelle, car elle était la bénéficiaire directe des fonds volés. Alors que Diane était assise dans une cellule de garde à vue, attendant d'être traitée, prise d'empreintes digitales et photographiée pour sa photo d'identité judiciaire, j'étais assise sur mon canapé confortable, sirotant mon thé. Pour la première fois de mes 25 ans d'existence, je ne ressentais aucune anxiété à propos de ma mère. Je ressentais un sentiment de paix profond et écrasant.
Le monstre qui avait terrorisé mes finances et mon estime de soi était enfin enfermé dans une cage de sa propre fabrication. Je savais que les conséquences seraient massives. Je savais que mon téléphone allait exploser de messages furieux de la part de parents qui ne connaissaient que la moitié de l'histoire. Mais en cette heure tranquille du matin, je me suis juste laissé savourer le silence. J'avais tracé une ligne dans le sable, et quand elle l'a franchie, elle est tombée directement d'une falaise. Les dominos ont continué à tomber le lendemain. J'étais assise à mon bureau, travaillant sur du code, quand j'ai reçu un message texte frénétique de Trevor, le fiancé de Paige. Il disait simplement, « Sloan, j'ai besoin de te voir tout de suite. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. » Nous avons convenu de nous retrouver à Chisman Park pendant ma pause déjeuner. Quand Trevor est arrivé au banc où j'étais assise, il avait l'air physiquement malade. Son visage était pâle. Il avait de cernes sous les yeux, et ses mains étaient enfoncées profondément dans les poches de sa veste. C'était un homme qui pensait être à quelques semaines de se marier avec l'amour de sa vie, pour se réveiller et trouver sa future belle-mère en prison. Il s'est assis lourdement à côté de moi. « Sloan, s'il te plaît, » a dit Trevor, sa voix brisée. Paige est complètement hystérique. Elle me dit que tu es devenue folle, que tu as menti à la police pour faire accuser ta mère à cause d'une simple erreur bancaire. Mais la police a gelé le compte courant de Paige ce matin. Les 25 000 $ sont bloqués. Paige m'a dit que cet argent était un généreux cadeau de mariage anticipé de ta part pour nous aider à commencer notre vie ensemble. Est-ce vrai? Je l'ai regardé, ressentant une profonde vague de pitié. Paige ne m'avait pas seulement menti. Elle avait menti à ce pauvre homme pendant toute leur relation. Elle avait accumulé d'énormes dettes secrètes, puis elle l'avait convaincu que l'argent volé était un doux cadeau de sœur. Je n'ai rien dit au début. J'ai juste ouvert mon sac, sorti le dossier rouge vif et lui ai tendu les relevés bancaires imprimés et la copie du virement bancaire falsifié. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé l'enregistrement audio de Diane confessant toute l'escroquerie. Trevor est resté assis sur le banc du parc, fixant les documents pendant que la voix cruelle de Diane jouait depuis le haut-parleur du téléphone. J'ai regardé son cœur se briser en temps réel. Il a réalisé que la femme qu'il aimait non seulement les avait enterrés sous des dettes secrètes à taux d'intérêt élevés pour acheter des articles de luxe, mais avait activement collaboré avec sa mère pour voler mes économies afin de le dissimuler. Puis lui avait menti au visage sur la provenance de l'argent. Trevor a enfoui son visage dans ses mains et a poussé un long soupir tremblant. « Elle savait » a-t-il murmuré. « Paige savait que ta mère l'avait volé, et elle a juste souri et m'a dit que tout était arrangé. »« Je suis tellement désolé, Trevor, » ai-je dit doucement. « Mais tu devais savoir qui tu épousais. » Il a secoué lentement la tête, se levant du banc. Sa tristesse se transformait rapidement en une froide et dure prise de conscience. « Je n'épouse personne, » a-t-il dit doucement. Plus tard dans la soirée, Trevor m'a envoyé un dernier message. Il était retourné directement à la maison qu'il partageait avec Paige. Il a emballé tous ses vêtements, ses appareils électroniques et ses documents importants dans sa voiture. Quand Paige a essayé de l'arrêter, pleurant et le suppliant d'écouter ses excuses, il a simplement posé sa bague de fiançailles sur le comptoir de la cuisine et est sorti. Le mariage était officiellement annulé. Paige avait perdu son fiancé, sa réputation et son accès à l'argent volé, tout cela en l'espace de 48 heures. Les dommages collatéraux de leur avidité étaient absolus. Ce week-end-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je voyais rarement apparaître sur mon écran. C'était Victor, mon père. Victor et Diane avaient divorcé quand j'avais 12 ans. Il ne supportait plus son comportement narcissique toxique et avait déménagé à Boulder, une ville à environ 45 minutes au nord de Denver. Comme Diane avait manipulé les arrangements de garde, Victor s'était lentement effacé de ma vie. Quand il a appris par le bouche-à-oreille familial que Diane avait été arrêtée pour m'avoir volé, il est immédiatement descendu de Boulder pour me voir. Nous nous sommes rencontrés pour dîner dans un restaurant de grillades tranquille. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs, avec des cheveux gris aux tempes, mais ses yeux étaient gentils. Victor s'est assis en face de moi, écoutant attentivement pendant que je lui racontais toute la séquence des événements, la signature falsifiée, l'enregistrement, le raid de la police et l'annulation du mariage par Trevor. Quand j'ai eu fini, Victor a fermé les yeux et a poussé un lourd soupir, se frottant les tempes. « Sloan, je suis tellement désolé, » a dit Victor, sa voix empreinte de regret. « Je suis désolé de t'avoir laissé dans cette maison avec elle. Je savais exactement de quoi elle était capable,
et j'étais trop lâche pour me battre pour la garde complète. J'aurais dû te protéger. L'entendre dire cela a validé des années de traumatisme infantile, mais je ne voulais pas m'attarder sur le passé. Tu es là maintenant, ai-je dit, et la police s'en occupe. Elle va faire face à des accusations criminelles. Victor a hoché la tête lentement, prenant une gorgée de son eau. Oui, elle fera face au système de justice pénale. Mais il y a autre chose, Sloane. Quelque chose de bien plus grand que Diane et Paige ont complètement oublié, et cela va les ruiner financièrement pour toujours. Je me suis penché en avant, mon intérêt instantanément piqué. Que voulez-vous dire? Victor a sorti une épaisse enveloppe Kraft de sa mallette et l'a posée sur la table. Votre grand-père, mon père, était un homme d'affaires très riche et très astucieux. Quand il est décédé il y a plusieurs années, il a laissé derrière lui une importante fiducie familiale. Parce que vous et Paige étiez trop jeunes à l'époque, et parce que mon père méprisait absolument l'irresponsabilité financière de Diane, il a structuré les versements de la fiducie de manière à ce qu'ils soient bloqués jusqu'à ce que certaines conditions et certains âges soient atteints. Il a ouvert l'enveloppe et m'a tendu un document juridique épais. La part de Diane, en tant qu'ancienne épouse toujours inscrite dans l'ancienne version du testament, s'élevait à 180 000 $. La part de Paige, qui se débloque à ses 25 ans, est de 45 000 $. Mais mon père avait demandé à ses avocats d'écrire une règle très spécifique et inébranlable dans la fondation de la fiducie. Nous l'avons appelée la clause de fraude de parenté. Victor a pointé un paragraphe surligné sur la 3e page. Si un bénéficiaire de cette fiducie est formellement accusé et reconnu coupable d'avoir commis un crime financier contre un autre membre de la famille, il perd immédiatement et définitivement la totalité de sa part de la succession. Et sa part confisquée est automatiquement redistribuée à la victime de son crime. Ma mâchoire est pratiquement tombée sur la table. Je fixais le jargon juridique, mon cerveau luttant pour faire le calcul. Diane et Paige avaient conspiré pour me voler 25 000 $. En agissant ainsi, elles avaient déclenché un piège juridique qui allait leur coûter 225 000 $ d'héritage garanti. Elles n'en ont aucune idée, n'est-ce pas, ai-je murmuré, levant les yeux vers mon père. Victor a souri, un sourire froid et dur, qui semblait incroyablement satisfaisant. Non, Diane n'a jamais lu les petits caractères. Elle n'a toujours vu que les signes de dollars. Demain matin, nous allons au bureau de mon avocat spécialisé dans les successions pour geler officiellement leur portion de la fiducie en attendant le procès pénal. La nouvelle de l'arrestation de Diane et du gel de la fiducie s'est répandue dans ma famille élargie comme une traînée de poudre. Dans les dynamiques familiales toxiques, il existe un terme appelé « singe volant », les facilitateurs qui interviennent pour attaquer la victime et protéger l'agresseur, juste pour maintenir le statu quo dysfonctionnel. Ma famille en avait toute une volée, dirigée par le frère de ma mère, l'oncle Gary. Oncle Gary était l'hypocrite par excellence. Il adorait prêcher la loyauté familiale et le pardon chrétien, mais il ne m'avait jamais offert un endroit où dormir ou un repas chaud quand j'étais adolescente et en difficulté. À partir de lundi matin, mon téléphone est devenu un champ de bataille. Oncle Gary m'a laissé 3 messages vocaux interminables, sa voix dégoulinant de condescendance. « Sloan, ça va beaucoup trop loin », a dit oncle Gary dans le 2e message vocal. « Ta mère a fait une petite erreur de jugement parce qu'elle essayait de sauver le mariage de ta sœur. Oui, elle aurait dû demander correctement, mais envoyer la police chez elle? La jeter en prison? Essayer de lui voler son héritage? Tu es en train de déchirer cette famille pour quelques papiers. Tu dois appeler le procureur, abandonner ces accusations ridicules et venir chez moi ce week-end pour que nous puissions prier et guérir en famille. Ne sois pas vindicative, Sloan. » J'ai écouté les messages assise à mon îlot de cuisine. Une version plus jeune de moi se serait sentie coupable. Une version plus jeune de moi aurait cédé à la pression du patriarche de la famille. Mais la femme qui venait de survivre à la disparition de toutes ses économies ne ressentait rien d'autre qu'une colère pure et non frelatée. Je ne l'ai pas rappelée. Je ne voulais pas entendre sa voix, et je voulais tout par écrit. J'ai ouvert mon application de messagerie, tapé un long message texte méthodique et appuyé sur envoyer. Le message disait « Oncle Gary, mettons quelques faits au clair. Diane n'a pas fait une petite erreur de jugement. Elle a commis un vol d'identité au 1er degré et une fraude par virement. Elle a menti à une caissière de banque, a falsifié ma signature légale et a volé 25 000 $ que j'ai travaillé des années pour économiser. Elle ne l'a pas fait pour sauver un mariage. Elle l'a fait pour couvrir l'énorme dette secrète de carte de crédit de Paige.
Quand je l'ai confrontée, elle s'est moquée de moi et m'a traité d'égoïste. Tu aimes parler de loyauté familiale, Gary, mais où était ta loyauté quand j'avais 16 ans, travaillant de nuit juste pour m'acheter un manteau d'hiver pendant que vous louiez tous Pej? Tu ne te soucies pas de la guérison familiale. Tu ne te soucies que de faire disparaître cette situation inconfortable pour ne pas avoir à faire face à la réalité que ta sœur est une criminelle. Elles ont fait leur lit. Maintenant, elles doivent s'y coucher. Ne me contacte plus jamais. Dès que le message a été affiché comme livré, j'ai bloqué son numéro de téléphone. Puis j'ai parcouru ma liste de contacts et j'ai systématiquement bloqué toutes les tantes, oncles et cousins qui avaient pris le parti de Diane. À chaque blocage, un poids lourd se levait de mes épaules. Je ne coupais pas seulement les ponts avec ma mère et ma sœur. J'amputais toute la branche malade de mon arbre généalogique. J'ai choisi la paix plutôt que l'obligation toxique, et le silence qui a suivi a été le plus beau son que j'ai jamais entendu. Le lendemain matin, Victor et moi avons roulé jusqu'au centre-ville de Denver pour rencontrer Monsieur Caldwell, l'avocat strict et très qualifié qui gérait la fiducie de mon grand-père. Son bureau était intimidant, rempli de lourds meubles en acajou, de livres de droit reliés en cuir, et du bourdonnement silencieux d'une climatisation coûteuse. Monsieur Caldwell était assis derrière son immense bureau, ajustant ses lunettes à monture métallique pendant qu'il examinait attentivement les documents que je lui avais apportés. Il a lu le rapport de police officiel, la copie du virement falsifié et l'acte d'accusation préliminaire du bureau du procureur. La pièce est restée silencieuse pendant un long moment, à l'exception du bruissement du papier épais. Finalement, Monsieur Caldwell a levé les yeux, joignant ses mains sur le bureau. Il n'a pas montré beaucoup d'émotion, mais il y avait une lueur vive de satisfaction professionnelle dans ses yeux. Votre grand-père était un homme incroyablement perspicace, a dit Monsieur Caldwell, sa voix grave et résonnante. Il m'a spécifiquement demandé de rédiger la clause de fraude de parenté parce qu'il soupçonnait Diane de tenter un jour de manipuler les actifs de la succession. Il voulait s'assurer que tout comportement prédateur serait puni par une ruine financière absolue. Il semble que sa prévoyance ait été parfaitement exacte. Alors, que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé, me penchant en avant dans mon fauteuil en cuir. Devons-nous attendre la fin du procès pénal avant que la fiducie ne soit protégée? Non, a répondu fermement Monsieur Caldwell. Parce qu'il y a un acte d'accusation de crime fédéral et étatique actif avec des preuves solides de contrefaçon, j'ai l'autorité fiduciaire de geler immédiatement toutes les distributions à Diane et Pej Henderson. Leur accès aux $180 000 et aux $45 000 respectivement est complètement bloqué à partir de ce matin. Il a sorti une nouvelle pile de documents juridiques avec de petits onglets jaunes, signés ici, dépassant des bords. Une fois que Diane et Pej plaideront coupables ou seront condamnés par un jury, la clause s'exécutera automatiquement. Leurs parts seront définitivement confisquées, liquidées et redistribuées entièrement sur votre compte de bénéficiaire principal. Je déposerai l'injonction auprès du tribunal des successions cet après-midi. J'enverrai également des notifications légales formelles à l'avocat de la défense de Diane, les informant pleinement que la fiducie est désormais gelée en raison de ses actes criminels. J'ai pris le lourd stylo coûteux que Monsieur Caldwell m'a offert et j'ai signé mon nom sur les lignes pointillées, l'autorisant officiellement à faire appliquer le testament. Victor a posé une main sur mon épaule pendant que je signais. Elle pensait être si intelligente en prenant ses $25 000, a marmonné Victor, secouant la tête. Attendez que son avocat lui explique que sa petite combine vient de lui coûter $250 000. En sortant de ce cabinet d'avocat, en entrant sous le soleil éclatant de Denver, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Le piège était tendu, les preuves étaient irréfutables et le mécanisme juridique était en marche. Diane avait passé toute ma vie à essayer de me maintenir dans l'insécurité financière, mais dans son avidité, elle m'avait accidentellement donné les clés de la liberté financière absolue. Les rouages de la justice tournent lentement, mais ils broient très finement. 2 longs mois angoissants plus tard, je me suis retrouvé assise au dernier rang d'une salle d'audience glaciale du centre-ville de Denver. Les lourds bancs en bois craquaient sous le poids de l'attente. Je portais un blazer foncé et élégant, assise à côté de Victor et Gwen, attendant que le dernier acte de ce cauchemar se termine. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent, et Diane et Pej entrèrent, suivis de près par leur avocat de la défense surchargé de travail. Le changement de leur apparence était absolument stupéfiant. Diane, qui avait l'habitude de ressembler à quelqu'un qui sortait tout juste d'un salon de luxe, avait l'air vieillie, épuisée et incroyablement petite. Ses cheveux étaient raplatis et ses vêtements coûteux pendaient lâchement sur sa silhouette. Pej avait l'air complètement vidé,
les yeux baissés, refusant de regarder ailleurs que le sol. Le procureur avait construit une affaire inéluctable. Entre le témoignage du directeur de banque, le document falsifié et l'enregistrement audio de Diane se vantant littéralement du crime, elle n'avait absolument aucune chance devant un jury. Pour éviter de passer jusqu'à 5 ans dans un pénitencier d'État, leur avocat avait négocié agressivement un accord de plaidoyer. La juge, une femme sévère avec une tolérance zéro pour les bêtises, a regardé ma mère par-dessus ses lunettes. Diane Henderson, vous comparaissez devant ce tribunal pour plaider coupable des accusations de vol d'identité au premier degré et de fraude par virement. Comment plaidez-vous? La voix de Diane était à peine un murmure, complètement dépouillée de son arrogance habituelle. Coupable, votre honneur. La juge a hoché la tête et a lu les termes de la sentence. Diane a été condamnée à 3 ans de probation stricte et supervisée. Si elle manquait un seul contrôle, elle irait directement en prison. Elle a été condamnée à effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général difficiles, et elle a été obligée de payer une restitution complète à la caisse de crédit. Plus important encore, elle était désormais une criminelle reconnue. Page, qui avait activement aidé à planifier le vol, mais n'avait pas falsifié la signature, a accepté une accusation de délit mineur d'être un accessoire après coup, ce qui a entraîné 1 an de probation et d'énormes amendes judiciaires. Mais la condamnation pénale n'était que le début de leur ruine. Parce que Diane était désormais une criminelle condamnée pour un crime financier, elle a immédiatement perdu sa licence de gestion d'entreprise d'État. Son employeur a effectué une vérification des antécédents obligatoires et l'a licenciée sur le champ. Elle a été contrainte de quitter sa belle maison de banlieue pour un petit studio délabré, acceptant un travail au salaire minimum à la caisse d'une pharmacie de détail juste pour survivre. La vie de Page s'est complètement effondrée. Sans le revenu de Trevor et avec ses comptes bancaires signalés pour fraude, elle n'a pas pu obtenir un prêt décent pour rembourser son énorme dette de carte de crédit. Elle a été forcée de souscrire à des prêts de consolidation usuraires avec des taux d'intérêt stupéfiants de 25%, la piégeant dans un cycle de pauvreté dont elle ne s'échapperait probablement jamais. Avant de quitter la salle d'audience, Diane s'est arrêtée dans l'allée et m'a regardé directement. Ses yeux étaient remplis de larmes, une supplication désespérée et pathétique pour le pardon de la fille qu'elle avait jetée au loup. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement regardé à travers elle, lui ai tourné le dos et suis sorti. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. La vie a une drôle de façon d'équilibrer les choses quand on décide enfin de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Peu de temps après, la caisse de crédit est intervenue, et ils m'ont entièrement remboursé les 25 000 $ d'origine que Diane m'avait volés, désespéré d'éviter un procès civil pour négligence massive. Mais ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan. Une fois les aveux de culpabilité officiellement estampillés par le greffier du tribunal, M. Caldwell a exécuté la clause de fraude de parenté de la fiducie de mon grand-père. Diane et Page ont été formellement déchus de leur statut de bénéficiaire. 2 semaines plus tard, un virement bancaire massif a été effectué sur un compte nouvellement établi et ultra sécurisé dans une banque nationale complètement différente. 225 000 $. J'ai fixé le chiffre sur mon écran, assise dans mon appartement, et j'ai juste pleuré. Non pas des larmes de panique, mais des larmes de soulagement absolu et écrasant. J'étais en sécurité. J'étais enfin, vraiment en sécurité. J'ai utilisé une partie de l'argent pour verser un acompte sur une belle petite maison de ville dans un quartier calme près des montagnes, loin d'Aurora. J'ai mis en place un fonds d'urgence à l'épreuve des balles, investi le reste dans des fonds indiciels conservateurs, et je me suis enfin acheté de nouveaux meubles qui n'étaient pas d'occasion. J'ai aussi commencé à suivre des séances de thérapie hebdomadaires. Guérir de 25 ans d'abus émotionnels et de traumatisme financier ne se fait pas du jour au lendemain juste parce que votre compte bancaire est plein. La thérapie m'a aidé à réaliser que fixer des limites n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'auto-préservation. Les liens familiaux sont censés être basés sur le respect mutuel, l'amour et la protection, et non sur des exigences unilatérales et des obligations toxiques. Ma vie est si calme maintenant, et j'en savoure chaque seconde. Je passe mes week-ends à faire de la randonnée sur les sentiers escarpés près de Boulder avec Gwen, me poussant physiquement et mentalement. Je dîne le dimanche avec mon père, Victor, reconstruisant la relation que Diane nous avait volée quand j'étais enfant. J'ai changé mon numéro de téléphone, supprimé mes anciens comptes de médias sociaux, et j'ai laissé les « singes volants » de ma famille élargie se noyer dans leur propre drame toxique. Je suis enfin libre. Mais parfois, tard le soir, quand la maison est complètement silencieuse,
je me surprends à penser à l'ampleur de la destruction. Je regarde ma vie sûre et sécurisée, et je sais qu'elle a été bâtie sur les cendres de l'avidité de ma mère et de ma sœur. Certaines personnes de ma famille élargie qui parlent encore à mon père chuchotent que j'ai été beaucoup trop loin. Elles disent qu'envoyer ma propre mère au tribunal, lui donner un casier judiciaire, puis prendre chaque centime de son héritage en plus était froid, vindicatif et impitoyable. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je la méchante pour avoir appliqué la clause de la fiducie et pris chaque centime qu'elle possédait, ou ont-elles eu exactement la confrontation avec la réalité qu'elles méritaient? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.